Merci Jim pour ce point sur la situation et pour aller plus loin encore. Bonsoir Frédéric Moreau. Bonsoir Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions de défense. Et puis nous sommes aussi en communication depuis Lviv en Ukraine avec Sébastien Gobert. Bonsoir, merci d'intervenir dans cette émission. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de l'Ukraine. Vous avez notamment écrit ce livre, L'Ukraine, la République et les oligarques. Frédéric Moreau, Donald Trump est impatient. La réunion à Paris n'a pas donné grand-chose. Celle de Londres est reportée. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Bon, d'abord, une petite réserve méthodologique. Ce sont des fuites. Donc, on n'a rien de concret sur la table. Effectivement, on n'a pas de source primaire. Donc, même si Marco Rubio l'aurait confirmé, on va rester prudent à on n'a pas de détails. On a des fuites dans le Financial Times, dans le Washington Post, tout ça par l'intermédiaire d'un site. Bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a dans le plan de paix ou pas ? Dans le détail, vous savez bien que c'est dans le détail que se cache le diable, qu'il faut examiner ce plan de paix. Sur le fond, que faut-il en penser ? Écoutez, à titre personnel, j'y vois un magnifique traquenard diplomatique. C'est véritablement un piège, qui est un peu grossier, mais qui n'a, de mon point de vue, pour autre objectif que de permettre aux États-Unis de se retirer des négociations et de dire c'est pas ma faute, c'est la faute des Ukrainiens, c'est la faute des Européens. Les protestations russes ne font que confirmer, qu'ils ont de pure forme, ne font que confirmer cela, parce que quand même, quand il y a un plan qui, s'il est vraiment ce qu'il est totalement en faveur de la Russie, et bien les Russes trouvent quand même le moyen de contester, ça ne peut être que de la pure forme. Et donc ce plan n'arrivera pas, selon vous ? Ce plan n'est pas fait pour arriver. Ce plan est fait pour donner un prétexte à l'administration de Donald Trump de se dégager de ça. Et la prochaine étape, je peux déjà vous les annoncer, c'est la levée des sanctions américaines et c'est la fin de l'aide militaire américaine. Il faut bien comprendre qu'on est dans un moment particulier de l'histoire américaine qu'on pourrait qualifier de moment Gorbatchev, à l'envers. C'est-à-dire que c'est pas juste un changement d'administration, c'est un changement de régime. Ils sont en train de vivre leur changement, c'est un séisme géopolitique de la même ampleur que la fin de l'Union soviétique. Bon, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors je passe sur les droits de douane et tout le reste, et ils sont en train de démanteler l'État fédéral américain, hein. Ils sont en train de démanteler la diplomatie américaine, l'armée américaine, etc. Du point de vue américain et du point de vue, excusez-moi, des affaires étrangères, il faut lire ce que dit Curtis Yarvin. C'est un retour en quelque sorte à la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, on connaît bien l'aspect. Vous Européens, ne venez pas vous mêler de ce qui se passe sur le continent américain, en particulier dans l'hémisphère nord, confère Canada, Mexique, Panama, Groenland. Mais surtout, nous n'avons rien à faire à rebours de ce qui se passe en Europe. Je veux dire, ce qui se passe en Europe et plus largement dans le reste du monde n'est pas notre affaire. La diplomatie américaine n'a d'autre objectif que de se débarrasser de tous ces conflits. Même si Donald Trump voulait être celui qui pouvait dire j'ai réglé ce conflit. Mais là, il a une bonne excuse. C'est toujours la théorie du bouc émissaire. Il va dire c'est pas de ma faute. Moi j'ai essayé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis frustré. Mais vous êtes des gens horribles. Il se donne le bon rôle parce qu'il dit quand même c'est terrible. Il y a des gens qui meurent tous les jours, etc. Enfin, je veux dire c'est de l'humanisme à pas cher. Frédéric Moreau, on va prendre justement la direction de l'Ukraine avec Sébastien Gobert. Comment c'est perçu tout ça depuis l'Ukraine, ces négociations qui s'enlisent, ce dossier qui piétine et ce plan de guerre qui n'est pas encore du tout officiel, mais je suppose que les Ukrainiens n'accepteront jamais ce plan. Il y a une phrase qui circule beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux de l'ex-ministre des Affaires étrangères lituanien, c'est si les Ukrainiens avaient voulu capituler depuis 2022, a fortiori depuis 2014, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps et ils n'avaient pas du tout besoin de Donald Trump pour ça. Puisque c'est vraiment comme ça qu'est perçu ce plan de paix, c'est comme un plan de capitulation. Alors peut-être que ce plan est en effet un traquenard diplomatique, peut-être qu'il n'est pas voué à être mis en application, mais en tous les cas, ça s'inscrit dans une logique trumpienne. Les Ukrainiens, depuis la dispute dans le bureau ovale,
ont compris l'attitude de Donald Trump vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, mais aussi vis-à-vis de l'Ukraine en règle générale. Il y a un affect personnel qui dure déjà depuis le premier mandat de Donald Trump. Je reviens pas dessus. Mais clairement, Donald Trump a envie de laisser tomber l'Ukraine et de laisser partir l'Ukraine avec l'eau du bain, si vous me passez l'expression, pour repartir sur une relation constructive avec la Russie afin de parler des grands sujets du monde, que ce soit la Chine, l'Iran, l'énergie, l'intelligence artificielle, l'Arctique et ainsi de suite. Donc c'est pas exactement un retour non plus à la doctrine Monroe, c'est d'abord et avant tout un revirement d'alliance de la part de Donald Trump. Il ne veut plus traiter avec ce qu'on appelait l'Occident, donc ce concept hérité de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, mais il veut établir une alliance avec la Russie, et c'est l'Ukraine qui va en payer les frais. Ensuite, si on entre dans les détails de ce qui a filtré ces derniers jours, il est clair que les autorités ukrainiennes ne peuvent pas reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée. Il est clair qu'ils ne peuvent pas reconnaître la souveraineté russe sur les territoires qui sont occupés dans le reste du pays. Ensuite, il faut voir que la clause, par exemple, de démilitarisation n'est pas inclus dans ce plan de paix dans les détails que l'on connaît de ce plan de paix qui a été proposé par l'administration Trump. Et il y a, comme vous avez mentionné Jim, il y a aussi des clauses de réparation, de compensation, ou en tout cas de ce qui pourrait ressembler à des garanties, et voire des garanties de sécurité sur le long terme. Donc tout n'est pas forcément ajouté dans ce plan pour Kiev, qui serait donc plutôt du côté européen plutôt que du côté américain, mais sur un élément très concret, notamment la reconnaissance de la Crimée. Est-ce que vous pensez pas, et c'est très cynique de ma part, mais que d'une certaine manière, les Ukrainiens, s'ils ne s'imposent pas sur le champ de bataille, seront peut-être forcés de le faire à un moment, parce que sinon on est parti pour une guerre qui pourrait durer, j'invente, mais des décennies? Il y a des précédents. Le précédent qui joue beaucoup dans la région, c'est celui des États baltes, qui ont été annexés en 1940 par l'URSS et qui ont recouvré leur indépendance en 1991. Donc ça a duré quand même plusieurs décennies où la plupart des pays du monde, hormis les pays du bloc communiste, n'ont pas reconnu cette annexion, et ce qui a aidé les États baltes ensuite à recouvrer leur indépendance de plein droit en 1991. L'Ukraine n'a pas forcément besoin de mener une guerre pendant des décennies autour de ce sujet de la Crimée, pour ne parler que de la Crimée. L'Ukraine, d'abord et avant tout, doit, et en tout cas c'est comme ça que c'est perçu à Kiev, doit être constante dans son refus de valider l'annexion illégale de 2014. Mais ensuite, pour prolonger ce que je disais tout à l'heure, c'est que Volodymyr Zelensky est quand même dans une situation très très particulière, puisque il a extrêmement peur, et les Ukrainiens avec eux, du retrait américain de ce processus de négociation, qui ensuite impliquerait un arrêt de tout ce qui peut rester de l'aide américaine, et qui a quand même beaucoup aidé l'Ukraine depuis 2022. Donc l'aide militaire, les livraisons d'aide militaire, ça c'est fini, mais il y a aussi le partage de renseignements extrêmement important, et tout ce qui est coordination au travers de l'Atlantique avec les partenaires européens, l'autorisation qui peut être donnée à certains pays européens pour l'utilisation d'armes qui sont livrées à l'Ukraine, et ainsi de suite. À Kiev, la grande peur, c'est que ce retrait américain du processus de négociation implique beaucoup de difficultés pour l'Ukraine, et potentiellement implique que Washington coopérerait beaucoup plus avec Moscou, et donc nuirait aux intérêts ukrainiens et compliquerait encore l'effort de guerre. Frédéric Moreau, juste pour les gens qui nous regardent, pour qu'on comprenne bien aujourd'hui, les deux qui sont en position totale de force aujourd'hui, c'est Donald Trump et Vladimir Poutine, et la position de faiblesse aujourd'hui, c'est Volodymyr Zelensky, parce qu'effectivement, il y a cette menace qui paraît réelle quand Donald Trump dit on pourrait passer à autre chose. Oui, c'est tout à fait réel. Encore une fois, de mon point de vue, c'est juste un prétexte. Qu'est-ce qui se passe ? Il joint dans un même plan
le cessez-le-feu et le plan de paix. C'est très grossier comme piège, mais le cessez-le-feu, il peut intervenir demain. Il suffit que la Russie arrête de bombarder l'Ukraine et les Ukrainiens ont déjà dit que eux s'arrêteraient tout de suite. Donc voilà. Et là, il n'a pas d'excuse parce que les Ukrainiens ont accepté la totalité sans condition depuis un mois quasiment. Donc il joint ça à un plan de paix et il glisse dans le plan de paix quelque chose qui est inacceptable pour les Ukrainiens, c'est-à-dire la reconnaissance de jurés de la Crimée. Du reste, c'est très surprenant parce que il est dit dans ce plan de paix tel qu'on le connaît que c'est les Américains qui reconnaissent de jurer la possession russe de la Crimée. Big deal. Ce qui serait vraiment un game changer, ce serait que les Ukrainiens reconnaissent la possession de juré de l'Ukraine. Ça serait un game changer. Et ça, c'est inacceptable. Parce Frédéric Moreau, juste parce qu'il faut que je me mets à la place de ceux qui nous regardent, et il y a parfois ces mots du président américain et qui dit il faut arrêter la guerre, il faut arrêter les morts. Et vous l'avez rappelé, hein, c'est une sorte de pacifisme, voilà, populiste, quasiment. Mais d'une certaine manière, il faut aussi être réaliste. Et j'ai posé la question à Sébastien Gobert, qui lui parle évidemment depuis la position qu'il occupe. Mais les Ukrainiens, est-ce qu'il y a un moment, s'ils doivent faire des concessions, est-ce que c'est pas la première concession qui risque de s'imposer, c'est d'oublier la Crimée? C'est très cynique, hein, ce que je dis, mais à quel point est-ce que ça peut être une réalité? Mais ça se négocie. On rentre pas dans la négociation en disant vous abandonnez de jurer. Pour les 4 oblasts. Pardon? On va peut-être négocier pour les 4 oblasts mais qui, non, eux, sont partiellement occupés. Non, ça c'est pas possible. On peut envisager du côté ukrainien. D'abord, c'est pas possible constitutionnellement pour l'Ukraine. Donc, il faut bien comprendre que j'étais très surpris par la phrase du président lituanien. C'est exactement ça. Je veux dire, il faut bien comprendre que les Ukrainiens ne capituleront pas. Ils vont se battre avec des couteaux et des lance-pierres si c'est nécessaire. Donc, parce que c'est leur sol, parce que c'est leur vie, parce que c'est leur ville, parce que tout cela fait partie de ce qu'ils sont jusqu'au bout. Donc négocier sur l'Ukraine, oui. C'était du reste ce qui avait été fait à Istanbul en disant mais on va peut-être geler la question pendant 15 ans, on va faire un référendum, on va voir, etc. Voilà. Donc trouver une porte de sortie qui permette à chacun de sauver la face. C'est ce que vous préconisez. Mais certainement pas rentrer dans les négociations en disant vous reconnaissez de jurer la possession russe de l'Ukraine. Non, mais ça serait dire vous reconnaissez la Crimée et on se retire par exemple des 4 oblasts. C'est un scénario qui existe depuis le début de la guerre, qui est dramatique. Mais ça, c'est même pas un rêve. Jamais Vladimir Poutine va se retirer des 4 oblasts. Donc, il fait des concessions qui n'en sont pas. Tout ça est cousu du fil blanc. Il dit, mais moi, je renoncerai à prendre la possession des territoires que je n'ai pas encore. Mais donc, si on comprend bien, tout va se jouer sur le terrain militaire, à nouveau. Mais tout va continuer à se jouer sur le terrain militaire. Il faut pas espérer, voilà. Il pourrait y avoir un cessez-le-feu. C'est très facile. C'est très facile que la Russie arrête de bombarder. Quand il est respecté. Pardon. Quand il est respecté. Mais il n'est pas respecté. C'est ça, ce qu'on a vu je veux dire, la parole de Poutine n'a aucune valeur, quoi. Hein, mais strictement aucune Sébastien Gobert, vous vouliez réagir? Oui, juste pour rappeler, donc au niveau des 4 oblasts, il faut se rappeler qu'ils ont été annexés de jure par la Russie. Maintenant, ils font partie du territoire de la Fédération de Russie. Et donc, c'est aussi impossible, même si évidemment rien n'est impossible, que ce soit pour l'Ukraine ou pour la Russie, puisque les constitutions ça change. Mais en l'état actuel des choses, ça serait impossible pour la Russie d'abandonner ses prétentions sur ces 4 oblasts et juste de retirer ses troupes, étant donné que ces territoires et ces populations sont considérés comme russes. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, et encore pour rebondir sur la question de Jim, c'est qu'il faut se rappeler qu'on peut potentiellement négocier sur la Crimée, on peut potentiellement négocier sur ces 4 oblasts, on peut négocier sur la démilitarisation et ainsi de suite. Mais l'objectif ultime de cette invasion, et Vladimir Poutine a été très clair entre le 21 et le 24 février 2022, c'est de subjuguer entièrement l'Ukraine en tant qu'entité politique. Vladimir Poutine veut revenir à l'empire des tsars, où l'Ukraine n'était considérée que comme une petite Russie qui était entièrement russifiée et dont les distinctions avec la Russie étaient particulièrement ténues. Et ça, cet objectif, il n'a pas été abandonné. Donc l'Ukraine peut-être, mettons que l'Ukraine abandonne la Crimée, ce sera juste
un signal pour Vladimir Poutine, un signe de faiblesse qu'il peut et un signal qu'il peut continuer à avancer, qu'il peut demander encore plus. Et à Kiev, c'est aussi ça s'inscrit aussi dans un message qui est adressé aux Européens, de dire que oui, ce qui est en train de se passer, ces négociations autour de l'Ukraine, autour de la Crimée, autour de 4 oblasts et ainsi de suite, c'est très important évidemment. Mais si les Européens lâchent l'Ukraine sur ces différents points, eh bien ils doivent s'attendre à ce que Vladimir Poutine demande encore plus et que le cadre de ces demandes déborde celui de l'Ukraine. Évidemment, vous avez sans doute dû le traiter sur le plateau. Les États baltes sont excessivement inquiets. Les Polonais sont très inquiets, mais les Polonais sont de toute façon inquiets par nature et de par leur histoire. Les Finlandais renforcent leur capacité de défense. Donc, ce qui est en train de se passer ici en Ukraine doit aussi envoyer des messages aux Européens. Justement, pour leur faire comprendre que céder à Vladimir Poutine, c'est se compromettre son propre avenir. Frédéric Moreau, effectivement, on a parlé de Donald Trump, on a parlé de Volodymyr Zelensky, on a parlé de Vladimir Poutine. Est-ce que les Européens sont en mesure aujourd'hui d'imposer quoi que ce soit ? Les Européens sont aujourd'hui en mesure de prendre le relais, certes de façon imparfaite et incomplète, des Américains. Le problème, c'est moins les armes que ce que l'on appelle le renseignement opérationnel à fin d'action. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a. Il a suffi à Donald Trump de suspendre ce renseignement opérationnel pour que les Ukrainiens perdent Koursk. C'est quoi le renseignement opérationnel à fin d'action ? C'est la capacité en temps réel de dire qu'à tel moment, à telle heure, à tel endroit, sur telle coordonnée GPS, il y a un général russe qui passe ou un régiment russe qui est là ou une batterie d'artillerie. Ça, les Européens ne peuvent le faire que de façon imparfaite, pas aussi fine et aussi détaillée que les Américains, et ça, c'est un vrai problème. Voilà. Pour le reste, on va trouver les Russes ne sont pas. Il faut arrêter de dire que la Russie a gagné la guerre. Il faut arrêter de dire que la Russie, enfin d'après les informations sources ouvertes, accessibles à tout le monde, il y a des contre-attaques ukrainiennes. Les Ukrainiens reprennent des villages, notamment dans la région de Pokrovsk. Donc rien n'est perdu. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si l'Ukraine a perdu la guerre, mais je suis sûr que la Russie ne l'a pas gagnée. Donc le front est stabilisé. On peut, nous les Européens, on peut et on doit absolument, parce que c'est aussi notre sécurité. N'oublions jamais que l'Ukraine est la première ligne de défense de l'Union européenne. Après, Frédéric Moreau, moi ça m'a étonné aujourd'hui parce qu'on ne retrouve aucun élément lié à ces accords sur les minerais. On a vu Donald Trump dire ça va être signé très bientôt, voire même ce jeudi, peut-être même demain. On va en parler. Mais par contre, on y retrouve une possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et puis vous savez mieux que moi, il y a aussi une clause de défense mutuelle au sein de l'Union européenne. Oui. Est-ce que ça peut changer la donne quand on parle évidemment de ces garanties de sécurité que demandent les Ukrainiens ? Non, sur l'Union européenne, d'après ce qu'on sait, rien n'est dit. Rien n'est dit. En tout cas, c'est pas exclu, alors que l'OTAN, c'est pas exclu. Voilà. Oui, mais enfin, l'OTAN, c'est une fausse... c'est une blague. Des frontières claires, pas de guerre, etc. Non, mais il n'en a jamais été question. Mais même avant le 22 février 2022, il n'était pas de question que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est les Américains, et les Américains étaient contre. Donc, voilà. Enfin, il y a eu je reviens pas sur l'histoire, tout le monde la connaît. Mais sur l'histoire des minerais, c'est pas clair. Dans les bribes que l'on a, les fuites que l'on a, c'est pas clair parce que il est dit que, dans les fuites, que les États-Unis apporteraient une aide à l'Ukraine. Et prendrait possession de la centrale de Zaporijia. Oui. Bon, et puis revendrait de l'électricité aux Russes et aux Ukrainiens. Bon, ils apporteraient une aide en soutien à la reconstruction de l'Ukraine, mais certainement pas à titre gratuit, connaissant Donald Trump. Donc tout ça ressemble à rien, quoi. C'est la politique de gribouille, quoi. Enfin, c'est pas fait pour marcher. C'est fait pour donner un prétexte à Donald Trump de se retirer de ça et de parler avec son ami Vladimir Poutine de ce qu'il a envie de parler. C'est ça. C'est un peu le renversement d'alliance qu'évoquait Sébastien. Voilà. Ce renversement à l'est des États-Unis. Merci beaucoup Frédéric Moreau pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions de défense, et puis un grand merci aussi à Sébastien Gobert, journaliste indépendant, spécialiste de l'Ukraine, qui était en communication depuis Lviv en Ukraine avec nous. À très bientôt sur LN24.